Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle version de notre nouvelle émission de l'espace entre nous, en direct depuis l'Eurospace Center et avec la collaboration de la Mars Society Belgium. Je vous propose dans le cadre de cette première émission donc de faire un petit panorama de l'histoire de la conquête de l'espace grâce aux superbes maquettes qui sont disposées dans le beau jardin de l'Eurospace Center. Alors la première, vous la connaissez probablement, la fusée A4V2 mise au point pendant la guerre 40-45 par les savants allemands nazis sous la houlette du célèbre Werner von Braun qui emmènera plus tard les Américains sur la Lune dans le cadre du programme Apollo. Alors la V2 est quand même importante même si c'était un missile balistique parce qu'elle est considérée comme étant le premier engin à avoir atteint les frontières de l'espace en 1942 sur la base de Peenemünde dans le nord de l'Allemagne de l'Est. À l'époque de la guerre, la frontière entre l'atmosphère et l'espace, théorique bien entendu, était fixée à 80 km et la V2 est montée à 82 km. Aujourd'hui, pour différentes raisons, on pourra peut-être en parler une fois, c'est ce qu'on appelle la ligne von Karman, est remontée à l'altitude de 100 km. Mais on considère toujours aujourd'hui que le V2 est le premier engin artificiel à avoir atteint l'espace. Alors vous remarquez bien sûr son graphisme particulier avec des carreaux, des rectangles noirs et des surfaces blanches. On pourrait se poser la question pourquoi? Eh bien évidemment l'informatique n'existait pas à l'époque et donc les techniciens qui suivaient l'ascension de la fusée dans le ciel regardaient cette ascension à l'aide de jumelles et grâce à ces carreaux noirs et ces carreaux blancs pouvaient vérifier si la fusée ne tournoyait pas sur elle-même. Si elle avait été peinte de manière uniforme, c'était impossible de le savoir. Alors la fusée ici vous fait certainement penser à une fusée beaucoup plus sympathique qu'un missile balistique, bien sûr, la fusée de Tintin. On est juste après la guerre, Hergé veut amener du rêve à ses lecteurs, après les horreurs de la guerre, la Lune est l'objectif principal. Et donc, la seule fusée dont Hergé avait de la documentation, sur laquelle Hergé avait de la documentation, c'était la fusée V2. Et donc, il s'en est inspiré pour dessiner la fusée de Tintin à carreaux rouges et à carreaux blancs, parce que la base de lancement de la fusée de Tintin, la Moldavie, un pays fictif, se trouve en fait à la place de la Croatie, en bord de la Méditerranée. Et le drapeau croate, c'est quoi? Un carreau blanc et un carreau rouge. Et comme vous le savez, ce sont les Russes qui sont lancés dans l'aventure spatiale les premiers en lançant le Sputnik en 1957. Alors ils ont battu évidemment les Américains sous le coteau qui eux avaient un petit peu commis des erreurs du style on va lancer un satellite en 1958, l'année de la géophysique internationale. Bon, les Russes ont trouvé que c'était un bon prétexte évidemment pour damer le pion aux Américains. Ils ont vite conçu un petit Sputnik. Sputnik veut dire satellite en russe, et donc une boule de 53 cm, et voilà le lanceur qui a été mis au point. C'est un dérivé d'un missile balistique V2 puis russe, qu'on appelle le R4, et donc la fusée a emmené, qui s'appelle Semyorka, a emmené Sputnik, Sputnik 2, et le premier homme dans l'espace, un certain Yuri Gagarin, avec une capsule qu'on appelle Vostok, que vous pouvez voir ici dans la coiffe de la fusée Semyorka, et nous sommes déjà en 1961, le 12 avril, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, fait une orbite autour de la Terre. Tout ça va déclencher la course à l'espace avec les Américains bien entendu qui ne vont pas se laisser faire, et ça va culminer bien entendu le sommet de la guerre froide, le sommet de la guerre technologique avec la fusée Saturne V Apollo mise au point par Werner von Braun et son équipe. L'équipe des Allemands récupérée par les Américains, en partie en tout cas, il y en a eu un petit peu du côté russe, du côté français aussi, qui vont mettre au point la fusée française, la fusée Diamant à Vernon, dans la banlieue parisienne, et donc la Saturne V qui va emmener bien sûr Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins lors de la mission Apollo 11 en 1969 sur la Lune. Et nous arrivons maintenant au pied de la navette spatiale américaine, la fabuleuse navette, 135 vols dans l'espace accumulés par 5 orbiteurs, comme on les appelle. Le premier, c'est bien sûr Columbia, le 12 avril 1981, avec 2 astronautes à son bord, John Young et Robert Crippen. Et puis un dernier vol de la navette qui a eu lieu en 2011, c'était la navette Atlantis, justement, qui est représentée ici, qui a effectué le tout dernier vol de la navette spatiale. Alors cette navette, évidemment, a révolutionné l'aventure spatiale.
On n'est plus sur la Lune, on est en orbite autour de la Terre. Il faut transformer l'orbite terrestre en laboratoire scientifique, avec donc des laboratoires dans la soute de la navette spatiale, des largages de satellites, ramener des satellites en panne et construire bien entendu la Station spatiale internationale. Sans la navette, ça aurait été impossible. L'ISS tourne toujours autour de la Terre et ça fait plus de 20 ans qu'elle est habitée par des astronautes de différentes nationalités, américains, russes, japonais, canadiens et bien sûr européens. Alors malheureusement, il y a eu 2 accidents très graves. Challenger a explosé en 1986 et puis Columbia, le 1er février 2003, à l'issue de son vol, en rentrant dans l'atmosphère, s'est complètement disloqué et dans les 2 cas, les 7 astronautes de l'équipage ont malheureusement été tués. Alors la navette proprement dite, la voilà, on peut l'appeler l'orbiteur. Il y a un énorme gros réservoir de 2 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène liquide pour faire fonctionner les 3 moteurs principaux de la navette spatiale, mais pour l'aider au démarrage, 2 énormes boosters à poudre qui vont fonctionner pendant les 2 premières minutes de vol. Revenons aux Russes, ils ont mis au point beaucoup de fusées, mais sans cette fusée-là qui s'appelle la Proton, qui était à l'époque la plus grosse fusée, la plus puissante fusée au monde, lorsqu'on a parlé de projet de la Station spatiale internationale, c'est en effet la fusée russe Proton qui a envoyé les premiers modules de la station, à savoir c'est un module russe qui s'appelle Zvezda. Il a été mis en orbite autour de la Terre par la fusée russe Proton depuis le cosmodrome de Baïkonour. N'oublions pas évidemment les Européens qui sont aussi évidemment dans la course à l'espace entre guillemets, parce que là on est plutôt dans un programme commercial, on ne lance pas, et c'est bien dommage, c'est un avis personnel mais partagé par beaucoup, par notre propre moyen, nos astronautes européens dans l'espace. On aurait pu, notamment grâce à la fusée Ariane 5 que voilà, mais ça n'a jamais débouché malheureusement sur un programme habité. Ariane 5 a lancé de nombreux satellites en orbite autour de la Terre. Elle ne vole plus maintenant, elle n'est plus en activité, puisqu'on est passé à la version suivante, Ariane 6, qui a effectué son premier vol début juillet de cette année. 3 pays sont capables d'envoyer par leurs propres moyens leurs astronautes dans l'espace. Les Américains bien sûr, n'oublions pas la Chine, et bien sûr il y a les Russes également qui se servent d'une fusée version Soyouz. C'est une fusée Semyorka, mais avec une version habitée qu'on appelle Soyouz, qui sont capables d'envoyer 3 astronautes, 3 cosmonautes comme on dit du côté russe, en orbite autour de la Terre et jusqu'à la Station spatiale internationale. Malgré la guerre en Ukraine, il y a toujours une collaboration entre les Américains et les Russes. Les Américains décollent depuis Baïkonour sur des Soyouz et des Russes volent avec les Américains sur la SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale. Du côté européen, il n'y a plus d'astronautes européens actuellement qui volent avec les Russes. Alors du côté américain, comment fait-on pour rejoindre la Station spatiale internationale, vu que maintenant, bien sûr, la navette spatiale ne vole plus? Eh bien, un certain Elon Musk et sa société SpaceX se sont rués dans la brèche provoquée par l'arrêt des vols de la navette spatiale. Et donc c'est la fusée de SpaceX appelée Falcon 9, dans sa version habitée bien entendu, qui envoie les astronautes américains et russes et d'autres nationalités, les partenaires de l'ISS, vers la Station spatiale internationale. La Falcon 9 a une grande particularité, bien sûr, c'est que lorsque le premier étage de la fusée se détache, avant d'allumer la suite de la fusée pour rejoindre l'orbite, eh bien, le premier étage vient se reposer sur une plateforme au sol ou sur une plateforme en mer, sur une barge. Et donc, autre particularité aussi, la capsule qui contient les astronautes et qui revient bien entendu sur Terre avec ses occupants est récupérable également. Et ce sont donc 3 capsules comme ça qui tournent les unes après les autres pour voler dans l'espace. Un gain de temps, un gain d'argent, c'est toute économie. Les Chinois ont donc évidemment élaboré un lanceur qui s'appelle Long March pour envoyer ces taïkonautes en orbite autour de la Terre et plus particulièrement vers une station spatiale chinoise qui s'appelle Tiangong et qui en est à sa 3e version. Donc pour le moment, il y a de manière permanente également des Chinois dans l'espace en orbite autour de la Terre. Ils ne collaborent encore avec personne, mais qui sait, ils pourraient ouvrir la porte à d'autres possibilités, pourquoi pas des astronautes européens ou américains. Ça viendra peut-être un jour.
Du côté de la NASA, qui n'est pas en reste, il n'y a pas que SpaceX, Virgin Galactic, etc. Il y a aussi la NASA qui conçoit son propre lanceur. Et cette fusée est mise au point par Boeing, malgré les petits soucis de Starliner. N'oublions pas que c'est Boeing qui met au point la fusée du retour d'un Américain sur la Lune, et même d'un Canadien, ce qu'on appelle le SLS. Le deuxième lanceur est en ce moment même en construction, en assemblage, dans le bâtiment d'assemblage du Kennedy Space Center, avec un deuxième vol qui est prévu maintenant pour la fin de l'année prochaine, en 2025, avec cette fois 4 astronautes à bord. Le premier vol était inhabité, ils sont allés tourner autour de la Lune, personne à bord, une capsule qu'on appelle Orion. Dans le nouveau concept de vol, eh bien, c'est un peu un remake de la mission Apollo 8 il y a 60 ans presque. Eh bien, ce sera 4 astronautes, 3 Américains dont une Américaine et un Canadien qui iront vers la Lune pour la première fois depuis autant de temps, tourner autour de la Lune et revenir vers la Terre. Ils ne se placeront pas en orbite autour de la Lune, ils feront un tour de la face cachée et reviendront directement vers la Terre. C'est un concept de sécurité. Si jamais il y avait un problème technique, grâce à la gravité de la Lune, on peut repropulser automatiquement la capsule vers la Terre de manière complètement sécurisée. Voilà, j'espère que ce premier nouveau numéro vous aura plu. Bienvenue dans l'espace grâce à ces magnifiques maquettes que vous pouvez découvrir à l'Eurospace Center. À bientôt pour une nouvelle émission de l'espace entre nous.